Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Harmonie Marin. La vie des parents d'Harmonie Marin s'est arrêtée le 19 juin 2013, ce jour terrible où ils ont appris la mort de leur fille. D'emblée, la police conclut à un suicide, mais les parents d'Harmonie n'y croient pas. Pour eux, rien ne colle. Alors, seuls contre tous, ils vont mener l'enquête. Et leur acharnement va finir par payer. Comment ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. L'incroyable histoire que je vais vous raconter se déroule en Normandie, en plein cœur de Fécamp, connu principalement pour son port de pêche et sa côte d'albâtre. Une ville en apparence tranquille, mais qui a été le théâtre d'une affaire aux multiples rebondissements. C'est une petite ville assez vivante, de moins de 20 000 habitants. Clémence Lambard, journaliste. Où il fait quand même relativement bon vivre. Une ville face mer. Il y a la mer d'un côté et d'immenses plages de galets. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et surtout, des falaises incroyables qui sont très très impressionnantes. On surplombe la mer de près d'une centaine de mètres. Mais c'est là que se déroule ce fait divers très étonnant parce que c'est un trompe-l'œil. C'est une pièce de théâtre. Ce que vous allez voir ou ce que vous croyez voir, ce ne sont que des illusions. C'est comme un tableau, on change de position et tout d'un coup apparaît une autre perspective. Tout commence le 19 juin 2013. Aux alentours de 22h45, un coup de fil retentit dans la maison d'Isabelle et Régis. Ils ont une cinquantaine d'années et ils sont les parents de 2 grands-enfants. Des enfants qui sont maintenant indépendants et qui vivent chacun leur vie de couple dans les environs de Fécamp. Nous étions sur le point de nous coucher. Mon mari était encore en bas et moi j'étais à l'étage. Isabelle Marin, mère d'Harmonie. Benoît, le frère du compagnon de notre fille, nous appelle et dit à Régis il se passe quelque chose de grave, il faut que tu viennes tout de suite. Et l'appel de Benoît, il est très inquiétant. Venez vite, venez au domicile de votre fille. Forcément, le papa, il demande, mais pourquoi ? Je vous en dis pas plus. Venez vite. Mon mari me dit, essaye d'appeler Harmonie sur son fixe, sur son portable, pour savoir ce qui se passe. Donc, je l'entends prendre la voiture, partir, et moi, j'essaye pendant 10 minutes. J'ai appelé sur le fixe, sur le téléphone de Bruno, sur le téléphone d'Harmonie. Moi, j'ai pensé à une dispute. J'ai pensé qu'un des deux était parti avec ses affaires. Et voilà. Isabelle appelle sa fille Harmonie en boucle. La jeune femme a 25 ans et elle vit en couple avec Bruno dans une maison située à 10 minutes de là. Mais personne ne lui répond. L'inquiétude monte d'un cran. De son côté, le père d'Harmonie, lui, est déjà sur place. Et il est sur le point de voir sa vie basculer. Quand Régis arrive sur les lieux, il est accueilli par son gendre et le frère de son gendre. On lui apprend qu'Harmonie est décédée, qu'elle se serait pendue dans le grenier. Sa fille, Harmonie Marin, s'est suicidée. Le ciel lui tombe sur la tête, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on ne peut pas imaginer d'ailleurs pour un père de famille. Sa vie bascule, il est dans l'incompréhension totale. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Évidemment, il va vouloir se précipiter pour voir le corps de son enfant. Lui, il a envie de forcer, d'aller voir et on lui interdit surtout de monter dans le grenier.
Bruno, son gendre, avec l'aide de son frère Benoît, le retient de toutes ses forces. Car c'est une vision d'horreur qui l'attend là-haut. Harmonie est morte. Elle est étendue sur le sol avec ce qui ressemble à une corde autour du cou. Tous sont dévastés. À la maison, Isabelle est toujours sans nouvelles. Elle rappelle son mari, puis son gendre, et c'est finalement le frère de celui-ci qui lui répond. Et là, il me dit « Ta fille s'est pendue ». Donc j'ai hurlé, j'ai raccroché avec lui, je savais que ça allait pas bien, donc j'ai appelé ma sœur en urgence et je lui ai dit « Il se passe quelque chose ». Je crois que j'ai hurlé Harmonie. Quand je suis arrivée en bas, je me suis écroulée dans le couloir. Je suis arrivée chez ma petite sœur, je l'ai trouvée par terre. Nathalie, tante d'Harmonie. Et elle n'arrêtait pas de crier. Elle s'est pendue, elle s'est pendue. Je me sentais vraiment pas bien, je pouvais plus rien faire. Je savais que je pouvais plus rien faire ni pour ma fille, ni... J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mon mari revient, il me dit « Il n'y a plus rien à faire ». Il a appelé mon fils, il a appelé ma mère, il a appelé ses parents, ils sont tous venus auprès de nous. Et il m'a dit, elle est partie. On ne peut pas comprendre, on ne sait pas pourquoi, donc on cherche. On est tous tristes, on est tous malheureux, on veut savoir, on veut avoir une réponse, on ne l'a pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est partie. Voilà. Cette nuit-là, ça a été la nuit de l'horreur. Les secours arrivent sur place et la police procède aussitôt aux premières constatations. Dans le grenier, la jeune femme est étendue sur le sol. Harmonie Marin est habillée, elle a les pieds nus, elle a autour de son cou un câble électrique de couleur marron. Son compagnon Bruno Lafillet affirme l'avoir découvert dans le grenier. Guillaume Routel, avocat des parties civiles. Et il affirme que dans l'émotion, la précipitation, il a coupé le cordon qui l'a relié à une poutre qui se trouvait dans le grenier et qu'il l'a allongé au sol. Il veut la prendre dans ses bras. Hein. C'est pour ça qu'il va utiliser une pince coupante pour sectionner ce câble électrique de couleur marron. Sous le choc, Bruno explique qu'en voyant Harmonie, il n'a pas réfléchi et qu'il l'a décrochée. Face aux enquêteurs, il raconte le déroulé de la soirée avant de faire cette terrible découverte. Et il vient expliquer qu'il était absent au moment où c'est arrivé, qu'il s'était absenté de son domicile et qu'il l'a découvert 2 heures après être parti de son domicile. Il dit avoir cherché sa femme, de l'avoir pas trouvée dans son lit en train de regarder sa série comme prévu. Il parle d'un événement qu'il a absolument pas pu imaginer. Il est extrêmement attristé, éploré. Bruno est dans l'incompréhension. Surtout que sa compagne n'a pas laissé de lettre pour expliquer son geste. Mais pourquoi Harmonie, dans la fleur de l'âge, a-t-elle décidé de mettre fin à ses jours, suscitant une tristesse infinie pour sa famille? Je lui avais parlé 5 heures plus tôt. Voilà, j'avais pas senti dans sa voix que quelque chose allait mal à ce moment-là. On m'avait dit qu'elle s'était pendue, qu'elle était morte, mais j'arrivais même pas à m'imaginer la chose, donc pour moi c'était surréaliste. Car pour ses proches, Harmonie avait un tempérament bien trempé. Elle était de nature toujours joyeuse. Pour son amie Lydia, rien dans son attitude ne laissait présager un tel drame. Harmonie, c'était juste un petit bout de femme. Lydia, amie d'Harmonie. Dynamique, qui pensait aux autres, vraiment pensait aux autres. Harmonie, c'était un vrai rayon de soleil. Elle était généreuse. Elle avait un cœur sur la main. Elle faisait passer toujours les autres avant elle. Elle chantait tout le temps. En voiture, dans la maison, au travail. C'était une joie d'être avec elle. Elle avait le sourire tout le temps.
Harmonie, pour moi, c'était une troisième fille, parce que j'en ai déjà deux, et celle-là, c'était ma troisième fille. Elle était tout le temps gentille, c'était toujours tata par-ci, tata par-là. Harmonie est décrite comme une jeune femme attentionnée. Elle s'était donc naturellement dirigée vers le métier d'infirmière qu'elle exerçait avec passion. Elle était infirmière en oncologie à l'HPE. Elle adorait son travail. C'était vraiment un service qu'elle avait choisi parce qu'elle avait vu souffrir son papy et elle avait toujours dit qu'elle voulait aller dans ce service pour aider. Puis elle était diplômée. On a été fiers d'avoir fêté son diplôme. Elle était une superbe infirmière. Une superbe infirmière. En parallèle, Harmonie se consacre aussi à des bonnes œuvres. Elle est bénévole pour la Croix-Rouge de Fécamp depuis l'adolescence, tout comme sa mère et son amie Lydia. Secouriste, donc elle adorait ça. Elle faisait les maraudes, les distributions alimentaires. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Bruno, secouriste lui aussi. Et lui a débarqué 5 ans plus tôt sur Fécamp et il a intégré la Croix-Rouge et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Très très vite, ils se lient d'amitié, puis ensuite naît une histoire d'amour. Les parents d'Harmonie ont toujours pensé que leur fille vivait heureuse avec Bruno Lafillet. Bruno est un peu plus âgé. Il a 28 ans quand ils se rencontrent. Il est maçon de formation et secouriste par passion. Il a déjà 2 enfants d'une précédente union. Et avec Harmonie, c'est l'évidence. Bruno, c'est un beau gosse. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est-à-dire qu'il a un certain charme auprès de la gente féminine. Tout le monde dit à la Croix-Rouge, il est sympa, il est serviable, il est à l'écoute des autres. On s'entendait bien. On faisait des balades avec les enfants le week-end, les sorties, tout se passait très bien. Moi, j'ai toujours dit que c'était le gendre idéal. Ils étaient beaux tous les deux, jeunes, ils s'aimaient. En apparence, le couple est sur un petit nuage. Ils viennent d'acheter ensemble leur maison 6 mois plus tôt et Bruno veut sceller leur union. 5 ans après leur rencontre, il la demande en mariage. Donc à la Saint-Valentin, Bruno, il a offert une bague à Harmonie, une bague de fiançailles. Elle était toute contente. Je sais qu'elle avait montré sa bague dans tout le service et elle était heureuse. Elle était vraiment accro de Bruno. Elle l'aimait, tout simplement, quoi. Le mariage est en préparation, mais il n'aura jamais lieu. Harmonie se suicide 4 mois après leur fiançailles. Dans ce bonheur, sans tâche, on ne comprend pas ce qui a pu passer dans la tête d'Harmonie Marin. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et pourquoi elle s'est suicidée. Et ça, il faut absolument trouver la clé de ce mystère. Pourquoi Harmonie aurait-elle décidé d'en finir? Avait-elle vécu un drame secret qui l'aurait poussée au suicide? Était-elle tourmentée? Autant de questions que se posent ses proches, mais aussi la police. Car, chez les enquêteurs, une autre hypothèse commence à germer. Et s'il ne s'agissait pas d'un suicide? En effet, les policiers ont bien constaté les marques de pendaison autour du cou d'Harmonie, mais sur place, un détail a retenu leur attention. C'est une scène un peu étrange. Puisque dans le grenier, il n'y a aucune présence de chaise ou même de tabouret. Clémence Lambard, journaliste. Qui aurait pu lui permettre de se hisser jusque sur la corde. Il n'y a pas, à côté de celle qui a voulu se pendre, de tabouret. Il n'y a pas de marchepied. Il n'y a pas d'escabeau où elle aurait pu se jeter dans le vide. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose de bizarre.
Pour les policiers, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un suicide. Mais ils veulent lever tous les doutes possibles. Ils commencent alors une enquête de voisinage. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose de suspect? Les voisins ont-ils remarqué si Harmonie était taciturne ces derniers temps? Quand ils vont aller poser les questions aux voisins, les enquêteurs n'ont pas grand-chose puisque le couple vient de s'installer. Ils ont à peu près 6 mois dans le quartier. Donc que ce soit Bruno ou Harmonie, aucun des deux n'est vraiment connu des voisins. Mais au fil des interrogatoires, la police recueille un témoignage clé. Il y a un voisin qui dit avoir entendu quelques cris le soir aux alentours de 20h. Ce témoin est formel. Il a entendu Harmonie pousser un cri en début de soirée. Pour la police, Bruno va donc devoir s'expliquer. 2 jours après la disparition d'Harmonie, il est placé en garde à vue. Les enquêteurs espèrent éclaircir certaines zones d'ombre. Et contrairement à leurs attentes, Bruno va se montrer très coopératif. Ils vont interroger Bruno. Et Bruno, qui a séché entre guillemets ses larmes, qui est encore sur le coup de la disparition de sa femme, il va dire oui. Il y a eu une dispute entre nous. Il évoque une dispute entre eux juste avant d'être sorti pour promener le chien. Et il précise, il dit être allé chez une amie commune, une certaine Emeline, prendre un café. Et donc ça c'est très important parce que là il dit, j'ai oublié de vous dire que ce soir-là, quand j'ai quitté Harmonie Marin, j'étais chez Emeline. On est resté discuter et puis je suis parti, puis Emeline, vous pouvez toujours l'appeler. La police appelle l'ami du couple et Emeline confirme les dires de Bruno. Il est arrivé chez elle vers 21h et il en serait reparti aux alentours de 22h30. Bruno n'était donc a priori pas chez lui au moment où Harmonie s'est donné la mort. D'ailleurs, le jeune homme va faire des confidences aux policiers. Pour lui, c'est sûr, sa fiancée était suicidaire. Il a l'intime conviction qu'elle s'est suicidée parce qu'elle est en train de faire une dépression. Il expliquait qu'ils essaient d'avoir des enfants, mais qu'ils n'y arrivent pas. Il vient expliquer que Harmonie était très perturbée. Guillaume Routel, avocat des parties civiles. Par ce qu'elle avait appris et cette perspective peut-être de ne jamais avoir d'enfant. Dans ce même temps, le frère d'Harmonie est sur le point de lui-même d'en avoir et qu'il y a une espèce de jalousie qui s'est installée entre frères et sœurs et qui expliquerait cet état dépressif et ses pensées suicidaires en tout cas. Elle le vivait très mal. On peut penser à ce moment-là qu'Harmonie Marin se dit dans sa tête « J'ai raté ma vie, si vous voulez, j'ai raté ma vie de femme. » Et ça lui pèse et ça finit par la ronger. Le témoignage de Bruno convainc les policiers. Harmonie était en détresse et son état psychologique l'aurait poussé au suicide. Au même moment, le rapport d'autopsie tombe et les conclusions semblent correspondre en tout point aux déclarations de Bruno. Et les conclusions du légiste viennent corroborer vraiment la thèse du suicide puisqu'elle a un double sillon au niveau de la gorge qui pourrait confirmer un suicide par pendaison. Il n'y a sur place aucune trace de lutte. Il n'y a pas d'hématome et il n'y a pas de blessure qui pourrait laisser penser qu'avant son décès, elle ait été aux prises de quiconque d'ailleurs. Dernier élément pour disculper Bruno, le médecin situe la mort aux alentours de 21h ce soir-là, pile au moment où Bruno est chez son ami pour boire un café. Pour la police, le suicide d'Harmonie ne fait plus l'ombre d'un doute et Bruno ressort libre. Il est lavé de tout soupçon. « 10 jours après la mort d'Harmonie, l'autopsie est terminée. La famille organise les funérailles. Avant la cérémonie, les parents décident de se réunir au funérarium pour dire un dernier adieu à leur fille. Mais ce moment de recueillement ne va pas se passer comme prévu.
Le jour où on devait aller voir Harmonie au funérarium, et lui est arrivé du travail. Isabelle Marin, mère d'Harmonie. Tout pomponné, il était en polo rose et en lunettes de soleil noires. Il avait des lunettes de soleil, comme si qu'il venait de la plage, qu'il était en train de faire une bronzette. Nathalie, tante d'Harmonie. On était au funérarium, on était en train de veiller ma nièce, il n'avait aucun chagrin. C'était pas une personne qui avait perdu un être cher. Mon mari lui a fait comprendre qu'il aimerait bien qu'il enlève ses lunettes de soleil afin qu'il voie son regard. Donc il l'a fait, mais il est arrivé en polo rose et lunettes de soleil au funérarium. Tout parfumé, c'était pas une tenue correcte pour nous. À la cérémonie, d'après les parents, Bruno paraît froid et distant. Un comportement radicalement opposé avec celui qu'ils ont connu. Il était le gendre idéal. On a fait une longue procession avec tout le monde à pied et j'étais pas soutenue par lui. À chaque fois que je le voyais, j'espérais un geste tendre ou un mot ou une main tendue, mais à aucun moment il ne l'a fait, jamais. Je pense que là, je me suis dit, notre fille, elle existe déjà plus pour lui. Il ne manifeste aucune émotion, aucune peine. Et ce sont vraiment des éléments qui vont troubler la famille, les bouleverser énormément. Juste après l'enterrement, Bruno, qui a été si proche des parents d'Harmonie pendant 5 ans, ne leur donne plus signe de vie. Il semble vouloir faire son deuil à l'écart de la famille. De son côté, Isabelle reste inconsolable et elle ne croit pas au suicide de sa fille. Pour elle, ça ne colle pas. Depuis le début, quand on me parle de suicide, j'ai des doutes sur le fait qu'elle se soit pendue. Il suffisait qu'elle prenne un ou deux médicaments et elle pouvait se suicider plus doucement. C'est tellement violent, la pendaison. Et ensuite, elle m'a pas laissé de mots. Enfin, elle nous aurait jamais fait autant de peine. Jamais. C'était pas possible. Sa famille, son papa et sa maman, c'était sa passion. Elle savait pas quoi faire pour qu'il soit heureux. Elle n'aurait pas pu se pendre, se suicider. Elle voulait pas rendre malheureux ses parents. Elle n'aurait pas fait ça. Jamais de ma vie, je me serais dit qu'Harmonie se suiciderait, quoi. Lydia, amie d'Harmonie. C'était une fille impossible. Ça peut pas passer par sa tête. C'était pas elle. Pour tous ses proches, Harmonie n'était pas suicidaire. La seule raison connue qui aurait pu la pousser au suicide, c'est ce que Bruno a expliqué aux policiers. Le fait qu'ils essayaient d'avoir un enfant et qu'ils n'y arrivaient pas. La famille serait alors passée complètement à côté de son mal-être. Dans cette affaire, il y a un moment donné de bascule. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est le jour où Isabelle, la mère d'Harmonie, se déplace au domicile de sa fille pour aller récupérer des bijoux, des souvenirs en fait. Et par le plus grand des hasards, la maman d'Harmonie fait une découverte qui va tout remettre en question. Quand je suis allée chez elle, j'ai fouillé, j'ai cherché dans ses affaires. J'ai trouvé la plaquette pilule dans sa table de nuit entamée, donc je savais qu'elle prenait la pilule. Donc quand on veut un bébé, on ne prend plus la pilule. Pourquoi diable Harmonie Marin, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, a dans sa table de chevet un contraceptif? Ça va pas du tout. Pour la mère d'Harmonie, cette découverte suscite bien des interrogations. Alors elle décide de se renseigner auprès de Lydia, son amie. Sa fille aurait pu se confier à elle. Et cette dernière est catégorique. Je me rappelle une discussion qu'on a eue toutes les deux. Et je lui dis, j'aime bien taquiner. Je lui dis, c'est quand il nous en fait un? Isabelle va être contente avec grand-mère et tout. Et elle me dit, pas maintenant. Parce que je peux pas. Dans mon service, j'ai une fille qui est enceinte, une autre qui était en congé maternité. Et puis, il y a encore autre chose, c'est que je l'accompagne à la pharmacie pour aller chercher sa pilule. Vous pensez vraiment qu'une infirmière va prendre sa pilule si elle va avoir un enfant? Isabelle en est sûre,
Juste avant sa mort, sa fille n'essayait pas d'avoir un enfant. Mais alors, pourquoi Bruno a-t-il raconté le contraire ? La mère d'Harmonie, qui depuis le début a du mal à croire au suicide, est perplexe et elle commence à avoir des soupçons sur son gendre. Il y a des choses qui, pour moi, ne vont pas. J'ai plus de rapport ni de contact avec Bruno et ça m'inquiète. J'ai des questions, j'ai des doutes, donc je décide d'aller rencontrer l'OPJ, commissariat de police. Elle est toute seule à dire « Clémence Lambard, journaliste. Ça n'est pas possible, ma fille n'était pas suicidaire, n'était pas dépressive, ma fille ne s'est pas suicidée. » Et là, la mère, tous les jours, elle va frapper à la porte de la police pour dire « Eh oh, c'est pas un suicide. Eh oh, faut continuer l'enquête. » Alors évidemment, tout le monde la prend pour une zinzin. Hein. Je pense qu'à chaque fois que j'allais au commissariat, il me prenait pour une maman un peu folle de chagrin. Et pourtant, elle continue inlassablement et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. C'est très long, c'est très douloureux et elle se décourage jamais en fait. Mais la police de Fécamp, elle, n'a pas de doute. Il s'agit d'un suicide. Bruno a un alibi. Selon eux, cette maman n'accepte tout simplement pas de faire son deuil. Désormais, Isabelle ne vit plus que pour une chose, découvrir la vérité. Et il en faut plus pour la décourager. Alors elle se transforme en super enquêtrice. Isabelle va devenir maman Sherlock Holmes. Elle va décider de laisser tomber l'enquête policière pour mener ses propres investigations. Elle va faire des interrogatoires à sa manière. C'est des réunions Tupperware, on pourrait presque dire ça. Elle va amener les proches d'Harmonie Marin et les faire parler. Ils sont venus à la maison pour discuter d'Harmonie. Et puis j'avais besoin de savoir si elle était déprimée au travail. Et aucune d'entre elles m'a dit qu'elle était déprimée au travail, au contraire. Isabelle interroge les collègues de sa fille sur son couple. S'était-elle déjà plainte de Bruno au travail ? Les copines, au fur et à mesure, vont décrire non pas du tout un couple idyllique qui baignait dans l'amour. Non, il y avait des tensions dans le couple. Ils expliquent que la relation entre Bruno et Harmonie s'est dégradée ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y a des disputes assez importantes, assez régulières entre eux et que les mots sont assez forts, quoi. À en croire les collègues d'Harmonie, les relations du couple étaient devenues conflictuelles depuis 1 mois ou 2. Mais elles ignorent pourquoi. En revanche, une collègue proche d'Harmonie raconte avoir été témoin d'un événement inquiétant. J'apprends que le matin même du drame, Harmonie était arrivée au travail et qu'elle avait parlé avec elle. Elle lui avait montré le texto qu'elle venait recevoir sur la route de son compagnon, Bruno. « Si tu croises un camion, fous-toi dessous. » Là, la mère d'Harmonie Marin, elle dégringole des nues. L'image du gendre idéal, Bruno, explose littéralement. C'est plus du tout le type gentil, serviable, à l'écoute de sa femme. C'est un type qui est en conflit et qui menace, d'une certaine manière, sa compagne. Pour elle, Harmonie ne s'est pas suicidée. Et elles sont toutes convaincues qu'il a fait du mal à Harmonie. Isabelle aussi. Ce message, si tu croises un camion, fous-toi dessous, est vraiment accablant. Elle en est convaincue, c'est un élément qui pourrait relancer l'enquête. Alors elle se rend aussitôt à la police. Mais au commissariat, c'est la douche froide. On lui répond que ce texto n'est pas une vraie preuve. Son enquête semble dans l'impasse. Pourtant, Isabelle reste déterminée à découvrir la vérité. Pour elle, sa fille ne s'est pas suicidée. Et Bruno en sait plus qu'il ne veut bien le dire. Désormais, elle n'aura de cesse de le prouver. Seulement quelques jours après l'enterrement d'Harmonie, un incroyable rebondissement se produit. Lydia, qui est bénévole à la Croix-Rouge, comme Bruno, apprend une information renversante.
au centre de secours, le gendre idéal fait parler de lui. J'ai une collègue du bénévolat de la Croix-Rouge qui vient me voir et qui m'annonce que tu savais, Bruno, il avait une maîtresse et tout. Je dis quoi? Parce que j'y croyais pas. Enfin, elle me dit bah oui, il paraît qu'il avait une maîtresse et tout. Je dis ah ouais. J'apprends une info qui est inimaginable, que personne ne peut se douter, que le gendre idéal, du coup, il n'est plus le gendre idéal qui faisait paraître devant tout le monde. Lui, je lui aurais donné le bon Dieu sans confession, quoi. Lydia s'interroge. Doit-elle dire la vérité aux parents d'Harmonie, toujours dans le chagrin? Elle hésite. Mais elle sait qu'ils ont déjà des soupçons sur leur gendre. L'existence de cette liaison pourrait être une information capitale dans leur enquête. Je rentre dans la maison d'Isabelle. Isabelle était dans le canapé, je m'appellerai toujours. Régis était parti me faire un café. Et je lâche la bombe, quoi. Quand je vous dis je lâche la bombe, je dis... Je viens d'apprendre qu'il avait une maîtresse. Elle s'appelle Untel. Une maîtresse, une meuf qui travaillait à la Croix-Rouge et tout. Et là, le père me regarde. Je me rappelle encore de son regard et tellement inimaginable que ça a fait un blanc. Ah bah oui, ça me choque énormément. Isabelle Marin, mère d'Harmonie. Ils ont eu une vie commune. Il l'a déjà remplacée. Il a déjà des projets. Oui, je suis choquée. Oui, je suis en colère, je suis choquée. Isabelle est anéantie et elle reprend ses recherches de plus belle. Elle traque Bruno sur les réseaux sociaux. Elle veut en savoir plus sur cette liaison. Je fouille un petit peu sur les réseaux. Je découvre des photos. Je cherche où il est, ce qu'il fait. Quand il est en poste, j'essaye d'y aller pour voir avec qui il est. Donc je découvre le visage de sa nouvelle compagne. Et elle va s'apercevoir que depuis des mois, Bruno a une liaison avec une certaine Céline dans le dos d'Harmonie Marin. Elle vient dans la maison, ils sont en couple, apparemment ils ont des projets. Et cette liaison, Isabelle découvre qu'elle a débuté au moins 2 mois avant la disparition d'Harmonie. Pour cette maman, cela pourrait bien constituer un mobile. Et là, on se trouve dans une configuration d'un conjoint qui a une autre vie, qui est une autre femme, et qui est susceptible très bien de vouloir de se débarrasser de la première. C'est quelque chose qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois. Alors avec cette découverte, Isabelle est confiante. Et elle retourne voir la police de Fécamp. L'officier chargé de l'enquête la reçoit. Mais cela ne va pas se passer du tout comme elle l'espérait. Il me dit justement, Madame Marin, cette fois-ci, j'allais vous appeler pour que vous veniez me voir. Donc, je lui dis, ah bon, vous avez des nouvelles infos? Il me dit, je vais rendre mon dossier, je vais classer en suicide. Je vais dire que dans mon rapport que pour moi, elle s'est suicidée, mais pour moi, j'ai un gros doute. Je pense que c'est son conjoint, Bruno, qui l'a fait, mais je ne sais pas comment le prouver. Les policiers disent l'affaire est bouclée, terminée. C'est un suicide. Peut-être un suicide avec des points d'interrogation, mais on n'a pas d'éléments. Alors là, vous imaginez la scène surréaliste, quoi. Je me dis, mais si vous ne pouvez pas prouver, moi je fais quoi? Un coup de massue pour les parents. La scène étrange de découverte du corps d'Harmonie dans le grenier, l'indifférence de Bruno avec la famille lors des obsèques, ces mensonges et cette liaison, il pensait que toutes ces zones d'ombre allaient relancer l'enquête. Mais non, 10 mois après la mort d'Harmonie, le dossier est officiellement bouclé. Il en faut plus pour décourager les parents d'Harmonie. Ils font alors une promesse à leur fille, sur sa tombe. On lui a promis qu'on ferait tout pour prouver qu'elle ne s'était pas suicidée. En fait, je sais que c'est ça qui m'a fait me relever.
Parce que je voulais qu'on découvre que Bruno lui avait fait du mal. J'aurais donné n'importe quoi pour le prouver. Les parents d'Harmonie sont déterminés à découvrir la vérité. Et un nouvel élément va leur donner un coup de pouce. La police vient de restituer les affaires personnelles d'Harmonie, notamment son téléphone portable. Alors, Isabelle décide de fouiller dans ses messages et elle va aller de découverte en découverte. Je lis. Et je vois qu'elle est inquiète. Parce que ça se sent dans ses textos, elle s'interroge sur le comportement de son compagnon. Par exemple, il m'a envoyé t'es nul, t'es moche, t'es grosse, tu sers à rien, tu fais rien. Et puis il y a cet autre message aussi. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il préférait me voir morte et rester tranquille. C'est très grave. La violence, elle est peut-être pas physique, mais elle est forcément verbale. Alors Isabelle se plonge aussitôt dans les messages entre sa fille et Bruno pour vérifier comment il lui parle, s'il la menace. Et là, surprise. Je vois Bruno, donc je clique sur la conversation, il n'y avait qu'un seul texto. C'est un texto du mercredi 19 où elle marque « Tu rentres quand ?» Tu rentres quand? Clémence Lambard, journaliste. Quand écrit K-A-N. Le message est envoyé le soir du drame, à 20h54 précisément. À partir de ce texto, ça m'a travaillé, ça m'a réveillée des nuits, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait dans ce message. C'est bizarre. Ça l'a fait cauchemarder. C'est comme un enquêteur de la brigade criminelle. Il dit j'ai raté quelque chose, faut que je regarde, faut que je reprenne, etc. Je me suis dit, pour que ça soit plus facile pour moi, je vais imprimer les conversations d'Harmonie. Donc on a tout imprimé. Tous les textos, on étale tout sur la table. Et je lui dis, tiens, on va imprimer aussi les textos que tu as avec Bruno. Parce qu'il y a forcément un lien. Et donc, j'ai pris un stylo, j'ai griffonné, je repérais les similarités entre nos conversations. Isabelle compare d'un côté les conversations de sa fille, de l'autre les messages que Bruno a pu envoyer. Elle passe à la loupe chaque ligne pour vérifier le style d'écriture de chacun. Un vrai travail de fourmi. Quand est-ce qu'elle a écrit ça? Ouais, papa, je rentre quand? Voilà. Et donc, ils vont s'apercevoir que elle, quand elle utilise le mot quand, c'est Q-U-A-N-D. Elle ne fait pas de faute dans ses textos, elle écrit les mots en entier, enfin les abréviations toutes simples, elle ne l'utilise pas. Et je vois que lui utilise le K. K-A-N. Il l'écrit tout le temps comme ça. Et là, je me dis peut-être que lui, il a écrit ce texto. Tu rentres quand? La question qui se pose évidemment, c'est Bruno a pris le téléphone d'Harmonie et s'est fait passer pour Harmonie en disant tu rentres quand? Mais il a commis une faute d'orthographe. Et c'est cette faute d'orthographe qui l'accuse, qui l'accable. Et là, je me dis, il l'a tué, c'est obligé. Obligé, je le sais tout de suite là. Vraiment, c'est ce qui me tient debout parce que je veux le prouver. La maman en est convaincue. Avec cette faute, elle tient enfin la preuve que c'est bien Bruno qui a pris le téléphone d'Harmonie et envoyé ce message à 20h54 pour se constituer un alibi. Sûre d'elle, elle écrit au juge d'instruction en évoquant ses soupçons sur Bruno dans l'espoir qu'il accepte de relancer l'affaire. Et cette fois, Isabelle est prise au sérieux. Son acharnement a fini par payer. Le juge ouvre une nouvelle enquête. Sa première mesure ne se fait pas attendre.
Il dessaisit la police et confie l'enquête à la brigade de gendarmerie de Fécamp. C'est l'adjudant-chef de l'Aume qui prend en charge le dossier. Le gendarme reprend l'enquête à zéro. Je suis désigné par mon commandant d'unité de l'époque comme directeur d'enquête sur cette affaire. Adjudant-chef de l'Aune, directeur d'enquête. Donc dès le début, on a tout de suite vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait pas mal de zones d'ombre. Il commence par interroger de nouveau les voisins d'Harmonie. Il veut vérifier l'alibi de Bruno. Et très vite, il recueille un témoignage accablant sur ses allées et venues le soir du drame. Les gendarmes s'aperçoivent que l'emploi du temps qu'il a donné Guillaume Routel, avocat des parties civiles. est contrarié par le témoignage d'une voisine qui vient expliquer l'avoir vu, elle est formelle, l'avoir vu à 21h, sortir de son domicile. Il n'y a aucune raison pour que Harmonie envoie ce message à son conjoint alors qu'il est encore dans la maison. Il s'agit de ce fameux message « Tu rentres quand ?», envoyé à 20h54 depuis le portable d'Harmonie. On se dit que s'il est passé à 21h précise devant le domicile de la voisine, à 20h54, il est forcément chez lui et qu'il se crée un alibi en utilisant le téléphone d'Harmonie et en répondant avec le sien. Bruno Laffiné a menti sur l'emploi du temps qu'il a donné. Ces échanges de SMS sont vraiment accablants le concernant. Et puis, ça donne du crédit aussi à l'affirmation d'Isabelle et de Régis Marin qui expliquaient que c'était un message du téléphone portable de leur fille, mais que leur fille n'avait pas écrit. En parallèle de leurs investigations, les gendarmes ont placé Bruno sur écoute téléphonique. Et ce qu'ils découvrent est loin de l'image du gendre idéal. Pour Bruno, la page Harmonie est bel et bien tournée. Il est toujours en couple avec sa maîtresse. Elle est même enceinte à ce moment-là. La petite famille semble comblée. Mais visiblement, en parallèle, il mène une double vie. Mais il a aussi des tas d'aventures avec des tas de femmes diverses et variées. C'est le veuf joyeux, on pourrait presque dire. C'est quelqu'un qui est addict au sexe, ça c'est une certitude. Il avait cette maîtresse à Fécamp en la personne de Céline. Il a eu aussi au sein d'un centre de secours une autre conquête. Quand il est parti vivre sur Neuilly-sur-Seine, il a eu 4 autres conquêtes. Des personnes à qui au départ il demandait des photos dénudées et puis des rencontres et enfin et des relations sexuelles. Il a de très nombreuses maîtresses. C'est toute une organisation de vie qu'on ne lui soupçonnait pas. En examinant ses conversations avec ses conquêtes, les gendarmes découvrent une autre personnalité de Bruno, à l'opposé de celle qu'il avait présentée à la famille. Les enquêteurs se rendent compte qu'il maîtrise l'art du mensonge à la perfection. Et sur écoute, on se dit, il se vend comme Super Bruno. Il invente des histoires absolument abracadabrantesques en disant « écoutez, je peux pas, il y a un incendie dans le sud de la France, je dois aller sauver des vies. » C'est un sexe symbole, c'est un super-héros. Et il s'inventait des vies, c'était quelqu'un qui était toujours dans le mensonge. Il expliquait qu'il était chef d'un centre de secours, qu'il était parti éteindre les feux dans le sud de la France, que son papa était décédé d'une crise cardiaque, il était mort dans ses bras. Alors que tout ça, nous, on savait pertinemment que c'était faux, puisque de temps en temps, sur la surveillance technique, il avait son père au téléphone. Se dégage de ce personnage un menteur, quelqu'un qui manipule les gens, qui s'invente une autre vie. Avec ces traits de personnalité, les gendarmes sont maintenant convaincus que Bruno dissimule la vérité sur la mort d'Harmonie. Encore faut-il le prouver. Ils cherchent donc une preuve solide contre lui. Et cette preuve était dans le dossier depuis le premier jour. Car la scène de découverte du corps dans le grenier intrigue les gendarmes. En plus de l'absence de marchepied, le fil électrique leur paraît bien trop fragile pour supporter une pendaison. Et ils vont aller un peu plus loin, les gendarmes. Ils vont découvrir le nouveau Big Bang du truc qui a été laissé du côté des policiers. Ils vont analyser le câble électrique
Vous savez, le câble électrique de couleur marron, là, qu'on a retrouvé autour du cou d'Harmonie Marin, ils vont le regarder ou le faire analyser. Ce fil, il a été placé sous scellé au moment de son décès et on teste la résistance de ce fil. On fait pendre des mannequins d'un poids précis, 38 kg, 40 kg, 45 kg. Au-dessus de 38 kg, ça casse. Voilà. Or, Harmonie pesait 72 kilos. Le câble électrique n'aurait donc jamais pu résister. Ça veut dire que elle ne s'est pas pendue avec ce fil. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça remet en cause l'histoire que nous raconte Bruno en disant « J'ai cisaillé, j'ai sectionné le câble avec lequel s'est pendue ma compagne. » Ça tient pas, cette histoire. Au fil des éléments, on a la certitude que Bruno Lafilé a commis l'irréparable. Maintenant, on a les éléments matériels, il nous manque les aveux, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est la garde à vue. Le 8 octobre 2014, 16 mois après la mort d'Harmonie, les gendarmes placent Bruno en garde à vue. L'enjeu est considérable, car le temps leur est compté. Le suspect a déjà été placé en garde à vue au début de l'enquête. Il ne leur reste donc que 24 heures pour le faire avouer. Alors, ils mettent en place une stratégie. Et pour ne pas rater leur coup, les gendarmes, ils vont convoquer non pas uniquement Bruno, ils vont convoquer Emeline, vous savez, la Libye, la personne chez qui il était le soir, le frère, vous savez, le confident d'Harmonie Marin. Ils vont convoquer la maîtresse. Et enfin, ils vont convoquer Bruno 1 heure après. Le fait d'avoir d'autres personnes en garde à vue, savoir qu'elles sont en audition mais qu'il ne va pas connaître ce qu'elles vont pouvoir dire, c'est vraiment stressant pour lui et c'est vraiment une forme de pression qu'on lui met. Le premier à craquer face aux enquêteurs, c'est Benoît, le frère de Bruno, celui qui est arrivé très vite sur les lieux le soir du drame. Benoît, c'est quelqu'un qui est charpentier, qui connaît bien le bois et il nous explique que pour lui, le fil n'aurait jamais tenu sous le poids d'Harmonie. Et ça, il en est persuadé. Dès le début, il nous dit, pour moi, Harmonie n'est pas morte toute seule. Il commence à émettre des doutes, peut-être qu'elle n'était pas si dépressive que ça. Clémence Lambard, journaliste. Son frère lui aurait dit que finalement, si Harmonie n'était plus là, il récupérait la maison pour quasiment rien. Donc on sent que ça commence à craquer de ce côté-là. Pendant ce temps, dans l'autre salle d'interrogatoire, Bruno, lui, reste impassible. Il ignore tout des nouveaux éléments que les gendarmes ont contre lui. Et les enquêteurs commencent par le laisser parler. Il avait les bras croisés, il avait l'air serein. Il avait l'air vraiment serein, il était confiant. On lui pose effectivement la question de savoir si il a pu commettre l'irréparable, s'il avait tué Harmonie. Et là, tout aussi sereinement, il nous répond que non. Les gendarmes, durant l'interrogatoire, le laissent avancer en lui disant, vous savez, ces brides, comme on dit, brides légères, comme un cheval, on le laisse raconter ses bêtises, et il s'enferre dans ses bêtises, et puis après on lui dit, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. On est obligé de le bousculer un peu. On lui présente les éléments matériels, il cherche à nier, il dit mais non, c'est pas possible. On lui dit, mais enfin il y a des messages, manifestement c'est pas elle qui a envoyé les messages. L'expertise réalisée sur le fil électrique, la liaison, son couple qui bat de l'aile, rien n'y fait. Alors les gendarmes le confrontent à ce message « Tu rentres quand ?» Et là, Bruno se sent coincé. Il passe enfin aux aveux. Et puis on insiste, et c'est en insistant que bon, il dit ok, j'avoue. Et là, ça a été d'un seul coup tout de suite plus fluide. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Il finit par l'avouer. Il finit par dire c'est vrai, c'est moi qui ai envoyé ces messages à la place d'Harmonie. Il va prétendre qu'il est revenu à son domicile, qu'il a une dispute à éclater entre Harmonie et lui, qu'il y a eu des mots vifs qui se sont échangés parce qu'elle le soupçonnait d'avoir une maîtresse. Et à un moment donné, dans sa dispute, elle tente de le gifler. Et lui, il prend alors un câble électrique et il la strangule, il l'étrangle.
Bruno aurait enroulé le fil autour du cou d'Harmonie. Mais il avance un scénario plutôt étonnant. Il prétend avoir voulu lui montrer comment il allait se suicider si les disputes entre eux continuaient ainsi. Il ne pouvait plus supporter cette situation, ces crises permanentes entre eux, et il dit avoir commencé à exercer une pression, mais pour lui montrer. Elle lui tenait les 2 poings avec ses mains. Adjudant-chef de l'Aune, directeur d'enquête. Et il continuait à serrer jusqu'au moment où elle a lâché prise, ils sont tombés tous les 2 par terre. Il explique aux gendarmes qu'il a une fraction de seconde, il la relâche, ils sont tombés au sol, et puis après il s'en va. Guillaume Routel, avocat des parties civiles. Prenant soin de récupérer les téléphones portables, il s'en va, il expliquera qu'il pensait qu'au moment où il part de chez eux, elle est encore en vie. Bruno est catégorique. Il n'a pas voulu la mort d'Harmonie. La dispute aurait mal tourné et lorsqu'il est parti, il est formel, elle était toujours en vie. C'est pour cela qu'il aurait emporté le portable d'Harmonie. Il voulait éviter qu'elle n'appelle ses parents à l'aide. Mais Bruno a trop menti. Alors les gendarmes ne croient pas du tout à sa version. Il dit que c'est un accident, ok. Un accident. Pourquoi il appelle pas les secours? Pourquoi il attend pas sur place? Pourquoi est-ce qu'il prend les 2 téléphones, le sien et celui d'Harmonie? Pourquoi il tente de faire passer ça pour un suicide alors qu'il pourrait très bien uniquement dire qu'ils se sont disputés et qu'il a commis une erreur et que la mort d'Harmonie est complètement involontaire et accidentelle? Pour nous, il est certain qu'il a tenté de faire passer ce meurtre en suicide et que Bruno lui a donné volontairement la mort. Bruno Lafilé campe sur ses positions. C'est un accident. Mais à l'issue de ses aveux, il est bien mis en examen pour meurtre. Pour la famille, c'est une première victoire. Ça a été un soulagement, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, on le devait à la famille. Parce que l'enquête n'a pas été menée comme il le fallait au départ. Et puis, on a été saisis, on nous faisait confiance, donc il fallait au bout. Et nous, il nous restait une chose à faire, c'était de prévenir la famille d'Harmonie. Et le gendarme m'appelle et me dit « Madame Marin, ça y est, c'est bon. » Je lui dis « Quoi ?» Et il me dit « Vous aviez raison. » J'ai dit « Vous êtes sûre ?» Isabelle Marin, mère d'Harmonie. Il me dit « Oui, vous aviez raison. » Je ne sais pas si ça soulage, mais c'est indescriptible la douleur. Ça faisait 16 mois qu'on attendait de l'entendre, ces mots, mais vous avez envie de les entendre et puis en fait ça fait tellement mal que vous dites que c'est pas possible que vous allez vous réveiller. Mais non. Voilà. Mais on savait qu'on avait gagné. Pourtant, le combat d'Isabelle n'est pas encore terminé. Selon elle, Bruno ment. Ce n'est pas un accident. Il a préparé et maquillé son crime. Mais pendant toute l'instruction, Bruno Lafilé maintient sa version. C'est une dispute qui a mal tourné. Alors ce sera au juré de trancher. Le 18 septembre 2017, 4 ans après la disparition d'Harmonie, le procès de Bruno Lafilé s'ouvre à la cour d'assises de Rouen. Il est seul dans le box. Son frère, sa voisine et sa maîtresse ont été relaxés. Ce procès, il est super attendu parce que c'est l'aboutissement d'un combat, d'une croisade de la part des parents qui n'ont pas été écoutés comme ils auraient dû l'être par les forces de l'ordre. Sans Isabelle Marin, il n'y a pas d'affaire parce que elle a remué ciel et terre. Ce procès, pour moi, c'est l'aboutissement de toutes ces années d'enquête, de combat, d'attente. Quand je le revois après 4 ans, j'ai envie de lui hurler au visage. J'ai envie qu'il me regarde, mais il ne le fait pas. La famille
espère des explications sur son geste criminel. Pourquoi Bruno, qui était le gendre idéal, en est-il arrivé là? Il a un trou noir. Il ne s'est pas bien expliqué pourquoi il a tué sa femme. Et à un moment donné, je me souviens d'un épisode où le président de la cour d'assises l'a interrogé en lui disant « Enfin, si vous n'aviez pas l'intention de la tuer, pourquoi avoir mis en scène? Pourquoi avoir maquillé? Pourquoi avoir dissimulé, puisque vous n'aviez pas l'intention de la tuer ?» Et là, l'accusé dans son box va répondre « Oui, oui, c'est vrai. Sous-entendu, j'ai maquillé. Il y a une raison, mais je ne le dirai pas. » Il laisse entendre qu'il y a une explication, que quelque chose n'a pas été révélé, mais on ne saura jamais quoi. On ne sait pas. Pour des parents, c'est absolument inacceptable, inadmissible. On n'en a pas su plus. On a eu le sentiment que c'était un énième mensonge de Bruno Lafilé. L'accusé restera énigmatique, plongeant les parents, encore une fois, dans l'incertitude sur les raisons et les circonstances de la mort de leur fille. Pour la famille, plusieurs mobiles pourraient expliquer son geste, sa liaison avec sa maîtresse, ou alors l'argent, car il venait d'acheter une maison avec Harmonie et il espérait peut-être à tort récupérer sa part et refaire sa vie tranquillement. Nous avons contacté son avocat, mais il n'a pas souhaité s'exprimer. À la fin des débats, l'avocat général prend la parole devant la cour. Pour lui, si le mobile reste un point d'interrogation, il n'y a pas de doute sur l'intention criminelle de Bruno. Et il en veut pour preuve la durée d'un étranglement. Et pour bien faire comprendre au public combien de temps ça dure, il a dit au minimum 30 secondes. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et là, il a commencé un décompte. 1, 2, 3. Et vous voyez ce que ça représente du point de vue du temps. Il faut que la personne, pendant ce temps-là, maintienne la pression du lien. 4, 5, 6. Et quand vous entendez un par un les secondes qui défilent, vous vous dites que c'est vraiment très très long. 30 secondes. Vous avez des images en fait qui apparaissent. Vous voyez votre fille mourir. Et à aucun moment il s'est dit je vais desserrer, je vais la laisser partir. L'avocat général réclame une peine de 30 ans. Les jurés se retirent avec cette question. S'agit-il d'un accident ? Ou Bruno a-t-il volontairement donné la mort à Harmonie? Son absence d'explication risque de peser lourd dans les délibérations. Le verdict tombe. Bruno Lafilé est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel de la décision. Comme dit ma sœur, c'était l'âge d'Harmonie, 25 ans. Et eux, ils sont pris perpète. Nathalie, tante d'Harmonie. Lui, il a pris 25 ans, mais ma sœur et mon beau-frère ont pris perpète. Il souffre, c'est dur de voir sa famille souffrir. Et Harmonie, je l'ai dans le cœur et je l'ai sur moi tout le temps. Et elle restera jusqu'à temps que j'ai eu la rejoindre. En fait, ce qui me manque chez ma fille, c'est de l'entendre. Des fois, je lui disais de se taire parce qu'elle chantait tout le temps. C'était chiant des fois en voiture, dans la maison. Elle était tout le temps en train de chanter. Je disais, mais t'es chiante, pas envie de t'entendre et tout. Mais en fait, je voudrais juste l'entendre. Alors, écoute les vidéos. Ferme les yeux. Tous les jours, elle nous manque. Les parents d'Harmonie restent inconsolables. Ils gardent le souvenir d'une jeune fille toujours bienveillante et qui aimait la vie. Mais aujourd'hui, après plusieurs années d'incarcération, la famille redoute plus que tout de croiser Bruno lorsqu'il sortira de prison.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.